Enfin, c'est clairement pas l'idée qui fait la start-up, c'est le business model. Ok. Il y a plusieurs grilles de lecture. Je pense au Lean Canva, je pense au Business Model Canva. Ici, dans les deux cas, ça divise un business en 9 cases. Et la case idée, c'est la case solution dans les deux Canvas, ça ne représente qu'une case sur les 9. Donc ça veut dire que pour en créer un business, il faut absolument penser aux 8 autres aspects. Et donc l'idée n'est qu'un 9e au final de ton business, quoi. Exact. Ça pourrait trop bien marcher. C'est copyright, ça t'enregistre pas. J'enregistre. T'as peur trop de copies. Alors l'idée c'était, on va prendre des carcasses de voitures et les insonoriser pour en faire des studios d'enregistrement. Et tu fais des radios itinérantes comme ça peut être une bonne idée. Enfin, c'est tout du matos qui... Ouais, ça marche super bien. Bah ouais, enfin, en plus les bagnoles sont faites pour ça. Et bah oui, justement, elles sont conçues pour que ça fasse pas trop de bruit. Putain, c'est une trop bonne idie. Bon, on n'a même pas recommencé l'interview. On va breveter ça, voilà, on n'a pas commencé, on a déjà une super idée. Alors Tancred, bienvenue dans la smoothie mobile. Non mais écoute Philippe, merci d'avoir accepté cette invitation d'interview. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, expliquer un peu ce que tu fais et dire ce que tu as lancé? D'accord. Alors je m'appelle Philippe Corbizier, j'ai 24 ans et j'ai lancé Bifruity au mois d'octobre. Bifruity produit des smoothies frais du jour et les livre directement au bureau pour les employés ou pour l'entreprise via une formule d'abonnement. Donc les gens choisissent de se faire livrer des smoothies tous les mardis et ou tous les vendredis pour l'instant. Et pour l'instant uniquement à Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve, dans le zoning, là où il y a toutes les entreprises. C'est ça. Donc oui, même pas dans le centre de Louvain-la-Neuve, uniquement dans le parc scientifique et l'Axis Park. Ok, d'accord. Donc tu vises vraiment les entreprises et les employés de ces entreprises-là. C'est ça. Ok. Et comment l'idée t'est venue? Pourquoi les smoothies? Alors pourquoi les smoothies? La première question c'était d'abord pourquoi l'entrepreneuriat. En fait, dans ma tête ça se passait comme ça. Ça fait 4 ans, même 5 que je suis passionné d'entrepreneuriat. J'ai déjà lancé d'autres projets qui ont 3 pour être précis, qui ont tous les 3 foirés. Mais j'ai pas perdu la motivation et l'intérêt pour l'entrepreneuriat pour autant. À chaque blocus, c'était l'enfer parce que j'étais étudiant en économie et chaque fois je me disais bon, est-ce que je continue à étudier ou est-ce que je lance un projet? Mais j'avais pas de projet donc ça n'avait pas de sens. Et à blocus de l'année dernière, de janvier 2016, même combat, j'en ai marre, etc. Et au mois de mars, ma maman achète un blender qu'elle ramène à la maison. Je commence à faire des smoothies. Je trouve ça super bon, ça n'a rien de nouveau, mais pour moi je les découvre un petit peu, je commence à en faire tous les jours, alors que je mangeais pas tellement de fruits et légumes de manière régulière. Je les partage évidemment avec mes parents, et en gros je détecte une dynamique assez positive autour des smoothies. Je trouve ça cool, ça me fait du bien, ça fait du bien à mes parents, ça nous rend presque plus heureux d'avoir ça le matin. Et avec mon petit esprit d'entrepreneur et le fait d'avoir découvert quelque chose de nouveau dans ma vie, je me suis dit pourquoi il n'y aurait pas quelque chose à faire entre les deux. Et donc il y a eu un match entre les smoothies et créer un business. D'accord. Et donc tu as décidé d'arrêter tes études pour te concentrer pleinement là-dessus? Alors, si je comprends bien. J'ai pas décidé tout de suite d'arrêter. J'ai d'abord proposé à des amis qui pensaient de l'idée, si ça les tentait de faire ça avec moi. Et à force de discuter, passer des temps de midi, etc. ensemble, moi je me suis dit mais c'est porteur comme idée, enfin, ça a du sens quoi. C'est pas une idée juste à la con qui vient comme ça et puis qui disparaît. Visiblement je pourrais peut-être en faire un business. Et donc tout doucement on arrivait déjà presque au mois de février, non on était au mois de mars, on arrive au mois d'avril, mai. Et à force de discussion, etc., je me rends compte que je commence à bosser sur ce projet en fin de compte. D'accord, Et donc c'est... De fil en aiguille. De fil en aiguille, je me suis dit, bon, ça fait déjà presque un mois que je pense déjà plus qu'aux smoothies et plus aux études. Donc, ok, c'est bon, j'ai mon projet, je continue. Ok, d'accord. Donc vraiment, t'as pas testé, mais t'as pas eu peur d'en parler autour de toi et de demander l'avis des gens qui t'entouraient? T'es pas resté tout seul chez toi à te dire, ok, c'est génial, je fais ça. T'es vraiment sorti de chez toi pour en parler et voir un peu si ça pouvait marcher, quoi. Et je pense que c'est indispensable, garder son idée dans son garage ou dans sa chambre. Et enfin, ça, c'est vraiment une grosse erreur, je pense que beaucoup de gens font. Et je pense que c'est la plus grosse erreur des entrepreneurs, c'est créer quelque chose que personne ne veut. Vraiment tester la demande et voir si ça
Et pour éviter de tomber dans cette erreur, de faire cette erreur-là, il faut en parler. Ouais, c'est ça. Que ce soit d'abord à ses parents, à sa famille, à ses amis, et puis à des vrais potentiels clients, parce que dans la famille et tout ça, ils sont plutôt en général sympas. Même si autour des smoothies, la première fois que je suis venu avec l'idée des smoothies, on m'a dit c'est une idée un peu presque trop simple. On t'a déjà vu venir avec des idées un peu plus complexes, etc. On t'a dit ah oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et autant les smoothies, on m'a dit c'est trop simple. Tu peux pas vivre du smoothie, quoi. Ouais, mais il y a une espèce de mythe comme ça. Les gens pensent que pour se lancer, il faut avoir un truc, faut réinventer, un truc de génial. Il faut réinventer la roue, venir avec une voiture volante. Alors qu'une idée toute bête, s'il y a une demande, peut très bien suffire, quoi, pour se lancer. C'est ça. Et surtout qu'une idée seule, c'est clairement pas l'idée qui fait la start-up. C'est le business model. Il y a plusieurs grilles de lecture. Je pense au Lean Canva, je pense au Business Model Canva. Ici, dans les deux cas, ça divise un business en 9 cases. Et la case idée, c'est la case solution dans les deux Canvas, ça ne représente qu'une case sur les 9. Donc ça veut dire que pour en créer un business, il faut absolument penser aux 8 autres aspects. Et donc l'idée n'est qu'un 9e au final de ton business, quoi. Exact. Ça représente quand même. L'idée est importante, mais en comparaison, ça représente qu'une petite partie, quoi. C'est ça. Et ce qui est chouette aussi, c'est que autant moi je vends des smoothies, on peut dire que c'est ma solution, mais non, j'ai pas innové, mais je vends pas du smoothie à la demande. J'ai pas un bar à smoothie comme Guapa. J'ai pas un food truck. Je vends des abonnements. Donc c'est quelque chose de différent. C'est un différent business. C'est un business model qui est différent. Ok. Mais du coup, tu as décidé de t'arrêter. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment les gens ont réagi? Qu'est-ce qui se passe quand tu annonces ok, j'arrête Sciences Éco, je me lance dans la production de smoothies? Comment est-ce que les gens ont réagi? Il y en a beaucoup qui ont peur, je pense, pour moi. À ce moment-là, ils ont peur pour moi. Voilà comment les gens réagissent. Ils se disent Phil, dans mon cas, c'est pas la première fois que je parle d'arrêter mes études et que je parle beaucoup d'entrepreneuriat et que je dis que les études ça m'aidera pas pour entreprendre. Et donc voilà, j'ai eu plein donc, tous mes amis étaient presque préparés psychologiquement à ce qu'un jour ça puisse arriver. Mais le jour où je prends vraiment la décision, c'est l'inquiétude, quoi. Phil, est-ce que tu es sûr? Est-ce que il faudrait pas un filet de sécurité avec un diplôme? Voilà, c'est classique. C'est classique. c'est légitime dans le sens on est formaté à ça. Tout le monde, c'est toujours le schéma classique qu'on nous inculque. Études, travail, diplôme, tu payes ta maison, tu payes ta famille et voilà, tout ira bien. Et c'est un schéma qui est tout à fait respectable. Écoutez, je pense que c'est quand même, ça part pas d'une mauvaise intention. Je pense que c'est bienveillant et que les gens cherchent entre guillemets à te protéger en t'empêchant de te lancer, en te disant voilà, reste là, c'est sécurisé, même si ça te plaît pas vraiment. Je pense que ça part pas d'une mauvaise intention. Non, clairement. Et je pense aussi que c'est toujours des très bonnes questions. J'avais vu un TED de Pierre-Olivier Charles. C'était TEDx, je sais plus, je crois que c'est à Toulouse. Ça s'appelle Entreprendre ici et maintenant. Et le gars explique que quand on entreprend, premièrement, c'est un des actes les plus égoïstes qui soit, parce que on va mettre tout le monde dans l'inquiétude. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Je mets dans l'inquiétude mes parents. Ça, c'est les premiers concernés, évidemment. C'est les premières personnes auxquelles je tiens, évidemment, aussi. Donc, vis-à-vis d'eux, c'est difficile de se dire, il se lance dans une aventure où il gagnera sans doute rien avant 1 ou 2 ans. Et voilà. Ensuite, les amis qui s'inquiètent pour toi, et le reste de la famille aussi, qui demandent un peu ce que tu foutes. Ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire donc ça c'était le premier élément du TED, c'est égoïste d'entreprendre. Et lui prenait l'exemple de sa femme. Voilà, pendant que je suis ici en train de présenter le TED, je ne suis pas avec ma femme et mes enfants, ou pendant que je suis en voyage pour mon business, c'est pareil. Donc il y a un côté égoïste plutôt que l'employé qui sait qu'il a de 9 à 17 il travaille et puis il rentre à la maison et il est disponible. Les week-ends aussi. Alors un entrepreneur le week-end, vu qu'il est en général obsédé par son projet, ça va être dur c'est dur de décompresser. C'est ça. Et prendre des vacances, tu y penses parfois presque pas parce que c'est difficile, quoi. Tu te dis s'il y a un truc qui déconne dans ton projet. Et puis t'es tellement obsédé par ton projet que prendre des vacances, ça n'a presque pas de sens, parce que durant tes vacances, tu vas peut-être avoir des nouvelles idées pour ton projet, donc ça peut être pas mal, mais tu vas pas décompresser vraiment. Au final, c'est ça ça peut être bien aussi. Si t'as pas envie de prendre des vacances, ça veut dire que, je sais pas si on peut parler d'envie, mais si
si tu es tellement dans ton projet que tu ne peux pas prendre de vacances, c'est quelque chose, c'est que tu es épanoui dans ce que tu fais. Donc au final, prendre des vacances n'a pas beaucoup de sens, quoi. C'est ça. Si tu aimes bien ce que tu fais. Même si voyager, ça peut ouvrir des portes. Ouais, ça te permet d'avoir de nouvelles idées. Tu tombes je peux tomber sur un nouveau business de smoothie là-bas, me rendre compte que que tu peux le reprendre en Belgique, par exemple. Ou carrément m'implanter là-bas. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Ouais. Et le deuxième aspect de ce TED, c'était que quand tu veux entreprendre, il y a une catégorie de personnes qui s'appelle les corbeaux, selon c'est sa grille de lecture à lui, qui vont venir avec un tas d'excuses qui vont te dire pourquoi est-ce que tu vas pas y arriver. Ouais. Genre, lui prenait l'exemple, ben voilà, aller en Australie c'est trop loin, ça coûte cher, c'est loin de ta famille, entreprendre c'est compliqué, c'est risqué, etc. Et ces corbeaux, même s'ils vont en général au plus court, ben c'est pas mal parce que du coup ça te donne quand même les premiers éléments auxquels tu vas être confronté en vrai. Genre typiquement le fait que ça rapporte pas d'argent, ben dans mon cas c'est vrai. Alors j'ai la chance de vivre encore chez mes parents, d'avoir travaillé quand j'étais plus jeune et d'avoir des sous de côté pour régler ce problème-là en quelque sorte. J'ai quasiment pas de coûts, de coûts fixes tous les mois, de charges. Et en plus de ça, j'ai encore une réserve qui me permet de tenir normalement une bonne année. Donc en soi, ce problème-là, t'as trouvé une solution pour une solution. Répondre, quoi. Le problème et si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? C'est un truc que j'ai pas anticipé, mais je me rends compte qu'en entreprenant, je suis en train d'acquérir des nouvelles compétences, j'ai des déclics psychologiques qui me permettent de penser, j'ai l'impression, d'une nouvelle manière. Et je suis persuadé que ça, enfin j'espère en tout cas, je suis assez sûr de moi que ça sera valorisé d'une manière ou d'une autre. Tu as une expérience. Voilà. Et si je veux lancer sans doute un deuxième projet, si celui-ci foire, mais j'ai cassé tellement de barrières mentales avec ce premier projet que lancer un deuxième, normalement ça ira assez vite. Honnêtement. Toutes les barrières, déjà, les premières barrières, c'est les barrières administratives, se mettre en indépendant. Honnêtement, j'ai procrastiné pendant 3 ans parce que je savais pas comment me mettre indépendant, etc. Et il me fallait juste un numéro de TVA. Or, ça prend une journée. En une journée, tu dois juste prouver la gestion de base. C'est peut-être la seule chose qui prend du temps. Soit il te faut un diplôme de l'UNIF, soit tu passes un test au jury central. Mais dès que tu as ça, c'est bon quoi. En une matinée, tu peux avoir ton numéro de TVA et commencer à entreprendre. Or, la barrière mentale dans ma tête n'a pas cassé avant 3 ans. On peut croire que c'est hyper compliqué et puis au final, quand tu te mets vraiment dedans, tu te rends compte que c'est facile et que tu peux te lancer facilement, quoi. Donc justement, tu parlais de ce TEDx avec le type qui disait c'est un peu égoïste, je peux pas me consacrer à mes enfants, à ma femme, et justement, est-ce que c'est justement quand on est étudiant que c'est le moment de se lancer, vu qu'on a moins de responsabilités derrière. On est jeune, et puis si jamais on se plante, on peut toujours au pire retourner aux études. Voilà. Ça on l'entend, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, que ce soit, je l'ai entendu de la bouche de Oussama Hamar de The Family, je l'ai entendu dans un des speeches de Elon Musk. Steve Jobs l'a dit aussi. Voilà. Elon Musk il dit quand vous êtes jeune, c'est le moment de prendre des risques. Enfin, c'est exactement la même chose que dit Oussama et les autres en fait, mais c'est vraiment le moment où tu n'as aucune responsabilité en effet, où du coup c'est peut-être le moment où c'est le moins égoïste de se lancer. Parce que t'as de compte à rendre quasiment à personne, enfin, quand t'as part à toi-même. Et honnêtement, être jeune, je me rends compte dans mon cas que c'est quand même presque un avantage. Clairement. Le fait de faire, de dire aux gens, bonjour, je suis un jeune entrepreneur qui se lance. Mais les gens t'ouvrent presque les bras en mode, j'ai envie de vous aider. Alors, parfois je me sens mal d'avoir presque envie de jouer avec ça, parce que c'est presque. Il faut ce qu'il faut. Il faut bien vivre. Non, mais enfin, faut avoir conscience que c'est une force d'être jeune, parce que les gens sont admiratifs de voir ces jeunes. À mon avis, ça va pas durer, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Ça devient à la mode. Donc, avoir un jeune entrepreneur, ça va être normal et les gens vont être saoulés. Donc, c'est presque une tendance sur laquelle il faut vite surfer. Je me demande quand je vais faire mon marketing moi, plus tard. Oui, donc clairement. Je pense que c'est bien de se lancer quand on est jeune. Après, il n'y a pas d'âge non plus. Il y a des success stories, il y a des types qui se sont lancés à 45, 50 ans. Et donc, ça c'est Gary Vaynerchuk qui le dit, il faut être patient. Il faut être très patient. Et entreprendre, c'est très dur. ça prend énormément d'énergie mentale, même si
voilà, même si parfois il y a des journées où tu peux ne pas être super productif, tu te rends compte quand même que tu es rongé mentalement par ton projet, par les objectifs que tu as envie de te fixer, etc. Ouais. Donc, il faut avoir quand même conscience que et voilà, entreprendre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et que c'est de l'énergie qu'on va du coup pas consacrer à d'autres trucs, comme je sais pas moi, des sorties ou des voyages, etc. Ben, moi, en lançant Bifruity, ben, pour l'instant, je suis quand même un peu scotché, je trouve pas le mot, je suis enraciné à Louvain-la-Neuve. Ouais, c'est ça, tu peux pas bouger, quoi. Je peux pas. T'as des sacrifices à faire à partir du moment où tu te lances. C'est ça. Enfin, il y a un coût, quoi. Voilà, ça c'est une part qu'il faut accepter, et je suis sûr que c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont du coup être un peu plus réticents à se lancer. Au final, c'est peut-être aussi une excuse, parler des corbeaux. Oui, mais si je dois me lancer, il faut que je perds en liberté derrière. C'est ça. Même si au long terme, c'est assez paradoxal, puisque si tu lances ton projet, au final, tu es libre, vu que tu n'es pas dépendant d'un employeur. Ça, c'est la question universelle de la gratification immédiate. Est-ce que j'accepte de me lancer et de faire un sacrifice de 2 ans avec tous les bénéfices que ça pourrait m'apporter, ou bien est-ce que je continue avec ma pensée court terme en soi, je continue à faire quelque chose que j'aime pas parce que ça me rapporte, ça me fait quand même vivre, j'ai des factures à payer. Vivre pour le week-end, voilà. Ce genre de choses. Mais donc, avant de lancer Bifruity, tu as dit que tu avais 3 projets. Alors, c'était quoi ces projets? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est planté? Est-ce que l'équipe s'est dissoute? Est-ce qu'il n'y a pas de demande? Qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin, pourquoi ça n'a pas marché? Alors, le tout premier projet, c'est un projet que j'ai rejoint et puis que j'ai vraiment aidé à co-créer en fin de compte, qui était un cercle pour jeunes entrepreneurs. Donc, l'idée, c'était d'apporter des événements à des jeunes qui étaient portés un minimum par l'entrepreneuriat et par ses valeurs, par les mêmes valeurs. En tout cas, il y avait des gens qui ne voulaient pas spécialement entreprendre dans le cercle, mais qui aimaient bien en tout cas toute la dynamique qu'il y avait autour, et d'organiser des événements 1 à 2 par mois pour se réunir, faire du networking entre jeunes. Ça, c'était un premier projet. Ça a duré à peu près 1 an et demi, il me semble. On était arrivé à presque 30 membres. Nice. Donc c'était chouette, ça prouvait qu'il y avait un intérêt. On n'a jamais eu de structure juridique, on n'a jamais fait payer quoi que ce soit, donc c'était plus un truc passe-temps, même si on avait l'ambition de créer un truc plus gros. Mais à un moment, il y a eu un problème avec dans l'équipe. Il y en a tout doucement 2 qui se sont un peu plus écartés, et puis on est resté plus qu'à 2, et il y a eu un problème avec l'autre cofondateur, et voilà. Donc problème au niveau de l'équipe. Et du coup, le cercle s'est dissous, même s'il y avait 30 membres ou Oui, le cercle s'est dissous. D'accord. C'était déjà quand les 2 premiers sont partis, il y a quand même eu une grosse baisse de motivation dans le cercle. Dans le cercle, enfin en tout cas pour les cofondateurs. Donc on a quand même essayé, et puis à un moment, moi ça allait plus non plus. Je pouvais plus travailler avec l'autre. Donc moi je suis parti, et puis malheureusement le truc a crevé. D'accord. Après je pense qu'il a essayé, ou qu'il aimerait bien essayer de continuer ce truc, parce que c'était quand même un très chouette projet. C'était vraiment cool. Mais bon, malheureusement, je sais pas où ça en est. Suite à ce départ-là, et vu que j'adorais cette dynamique-là d'entreprendre, je voyais tous ces membres, et je me dis, mais moi qui suis passionné d'entrepreneuriat, toute cette énergie, tout ce capital humain, il y aurait moyen d'en faire quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un projet à 30, quoi? Bon, 30 c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué de 30 cofondateurs. Voilà. Je crois que normalement le mieux c'est 3 ou 4. Donc, je crois que le top c'est 2 ou 3. Et à partir de 4 ça commence à déconner. Il commence à faire chaud un peu. On va peut-être ouvrir la fenêtre, la porte. Nickel. Ce serait quand même pas mal d'avoir quelque chose à boire en fait. T'as pas un smoothie? Non, j'ai. Donc premier projet, voilà, le cercle. Face à toute cette énergie qui était là, je me suis dit mais c'est dommage de pas en faire quelque chose. Et du coup j'ai rassemblé 5 autres personnes, on était 6, autour d'un projet qui s'est appelé The Lab. Et donc ça c'est le 2e projet. L'idée était de démystifier l'entrepreneuriat ensemble. Et qu'est-ce que j'entends par démystifier? C'était de lancer des boîtes, partir du principe qu'on va sans doute se planter, parce qu'on réussit rarement les premières boîtes qu'on crée,
et du coup apprendre sur l'entrepreneuriat et continuer dans cette démarche-là, en faisant des projets de préférence qui coûtent évidemment pas cher, pour éviter de se ruiner. Voilà, de se ruiner avant le deuxième projet. Voilà, donc ça a duré à peu près aussi un an et demi. On a essayé de lancer 2 projets. Le premier, c'était un projet de t-shirt personnalisé pour les groupes Facebook. Donc l'idée, c'était d'aider en fin de compte les administrateurs de ces gros groupes Facebook, parfois avec 40 000, 50 000 membres. Mais comment est-ce qu'on peut vous aider à monétiser ce groupe quoi. Donc on s'est dit, on va partir sur les t-shirts. On a fait des petites études de marché, des petits sondages auprès des groupes, et ça n'intéressait vraiment pas beaucoup de monde à ce moment-là. Donc c'est tombé à l'eau. Après un mois de recherche, on a même rencontré les gars de ProSite, qui étaient super emballés, qui trouvaient ça cool, mais ça n'a jamais été vraiment beaucoup plus loin malheureusement. Même si je pense qu'aujourd'hui j'ai l'impression que ça commence. Il y a aussi il y a un truc qui s'appelle Teespring, qui est une start-up qui crée des t-shirts personnalisés, mais de manière vraiment différente. Encore une fois, eux ils ont juste innové sur la manière dont ils le vendent. Comment ça fonctionne Teespring? C'est un site sur lequel n'importe qui peut créer un t-shirt et faire une espèce de campagne de crowdfunding pour ce t-shirt. Donc il crée son t-shirt, il publie à tout le monde son t-shirt, les gens peuvent acheter, et dès qu'il y a un certain nombre de ventes, ils peuvent le produire. Donc ça permet de tester un t-shirt, ça permet de prévendre des t-shirts. C'est aussi simple que ça, mais c'est génial. C'est trop bien. Donc on aurait très bien pu nous tendre vers un type de business model comme ça, à force d'itérer et de se rendre compte que voilà, mais non. Et le deuxième projet, c'était un projet de porte-badge, en soi d'accessoires pour les ouvriers de la construction. Un des 6 du projet The Lab travaille dans la construction. Son papa a une boîte de construction et lui est dedans aussi depuis assez jeune. Et donc ils avaient reçu un courrier comme quoi une nouvelle loi allait passer, et comme quoi les ouvriers de la construction allaient devoir porter un badge d'identification sur chantier pour lutter contre le dumping social et le travail en noir. En gros, pour faciliter les contrôles, le contrôleur s'amène, il voit que tout le monde a bien son badge, tout le monde est en règle. Et on s'est dit, ils fournissent un badge, mais ils fournissent pas quelque chose pour le porter de manière visible. C'est vraiment ça le côté utile de ce truc, c'était que ce soit visible et que ça facilite les contrôles. Donc on s'est dit, on va mettre en place, on va créer, ou en tout cas acheter et revendre, c'est ce qu'on a fait, un porte-badge adapté au domaine de la construction pour porter ce badge de manière visible. Le truc, c'est que la loi n'est jamais passée. On aurait dû continuer sur nos bases solides qui sont de commencer un projet par une pseudo-étude de marché. On l'a pas fait, alors qu'on l'avait fait pour les t-shirts. Ce sera l'incompréhension du podcast. Changement de méthode. Ce sera la frustration de ma vie. Non, petite dédicace à Florent et Olivier pour ça. Ceci, après, on s'est taquiné pendant des mois. Il serait quand même pas mal de faire une étude de marché. Voilà. Donc moi je veux faire une étude de marché, eux pas, on est en démocratie, donc pas d'étude de marché. Voilà. On crée le site web, on fait un stock, on crée même une société, on a créé une SCRI, on met 1 000 € chacun. Oh putain. On est lancé, une loi est passée, c'est sûr que ça va marcher. On en a vendu 30 à l'entreprise de Flo. Et on en a vendu 100 à une entreprise de gardiennage. D'accord. Donc rien à voir avec le domaine de la construction. Et c'est tout. D'accord. On a passé quelques coups de téléphone, après coup évidemment. On a eu aussi l'occasion de présenter le porte-badge à 10 des plus gros acteurs de la construction, Thomas et Piron et des grosses boîtes comme ça. Et eux étaient clairement en mode, écoutez, la loi n'est pas encore passée, donc ça ne nous intéresse pas. On ne va pas investir alors que la loi n'est pas encore passée, peut-être qu'elle passera jamais. Donc voilà, après coup, là je te parle, c'est un processus qui a duré 4 mois. On se rend compte que c'est une mauvaise idée quoi. C'est une idée pourrie, et en plus de ça le produit est pas du tout sexy quoi. On vend des porte-badges. C'est vrai que c'est pas le meilleur truc quand tu te présentes, je vends des porte-badges. Bonjour, je suis pro du porte-badge. Bon, je t'avoue, quand je parle de smoothie, parfois j'ai le même, je me demande si c'est... Mais derrière ça marche, contrairement au porte-badge. Et en plus t'améliores la santé des gens. Clairement. Clairement. Commence leur journée avec une bonne dose d'énergie, voilà. C'est quand même un peu plus sexy que des porte-badges. Donc, de nouveau, grosse baisse de motivation dans ce contexte-là. Plus personne qui fait rien. Personne qui prend le lead pour
pour se rattacher à la vision initiale du projet qui était de démystifier l'entrepreneuriat. C'était bon, ce projet n'a pas marché, on a déjà une entreprise de créer, on payait même pas de cotisation. Enfin, une société c'est 300 par an, on les avait payés, donc il n'y avait plus qu'à continuer quoi. Et non, ça a crevé aussi. Donc la philosophie de base qui était de on se lance, on échoue, on se lance, on échoue, et puis on s'en tape. C'est ça. Ça s'est détricoté quoi. Ouais, ça s'est détricoté par un manque d'exécution générale, par voilà, des petits bon, on n'avance pas bien, qu'est-ce qui se passe, il y en a un qui fait rien. Ça commence dans un petit cercle vicieux comme ça, et puis ça crève quoi. Donc l'équipe encore une fois qui. Donc là, je pense que c'est pas l'équipe qui s'est démotivée suite à un échec. C'est ça, c'est l'équipe qui est démotivée et c'est aussi l'équipe qui n'a pas des objectifs communs. Dans le sens où il y en a un qui avait déjà un boulot, qui gagnait sa vie avec ça et dans sa tête à lui, c'était clairement, écoutez, si on lance des projets, je peux pas m'y concentrer à plein temps avant que ça rapporte de l'argent, quoi. Parce que je dois vivre, j'ai un loyer à payer, donc voilà. Le deuxième, il était encore étudiant. En plus de ça, il avait la boîte de son papa. Et ça représentait un troisième projet. Et donc, face à une personne qui n'est pas prête à mettre ça à plein temps et moi, il était là aussi un peu entre les deux. Je ne vais pas me consacrer à plein temps là-dessus avec aucune certitude que ça puisse fonctionner. Et puis il y a moi qui, à ce moment-là, était en train de recommencer ma première année. J'ai pris un job d'étudiant en informatique. J'étais peut-être le plus motivé des trois, mais voilà, ça m'a démotivé en fin de compte de voir que ça crevait dans la tête des autres. Donc voilà, next projet. Le prochain projet, il a jamais vraiment vu le jour, mais ça a été quand même une expérience super riche. C'est la Startup Race de Ustart. J'ai participé à la Startup Race et on a essayé de créer Befoodie. Befoodie, ça tient pour Better Food Delivery. Et en gros, on a essayé de créer un HelloFresh. Il y a... C'était quand ça ? Il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans, il me semble qu'il y a 2 ans, on n'en parlait pas encore beaucoup. Non. Donc nous, on connaissait pas vraiment HelloFresh. Je pense pas que c'était vraiment déjà dans le Brabant wallon. C'était peut-être déjà en Flandre, à Bruxelles, mais pas chez nous. Et on a essayé de créer ça. On a fait à ce moment-là une étude de marché, on a utilisé tous les outils on n'a pas fait une vraie étude de marché, on a écouté les conseils des intervenants de la Startup Race pour appliquer la méthodologie Lean Startup, get out of the building, faire des interviews, etc. Et franchement, c'était super cool parce qu'on voyait qu'il y avait un intérêt, les gens trouvaient ça vraiment chouette de dire on se fait livrer des recettes à domicile et il n'y a plus qu'à préparer la recette, mais tout est en bonne quantité en fonction du nombre de personnes, etc. Mais là, encore une fois, l'équipe. C'était une question de motivation aussi. 2 qui étaient étudiants. Enfin, à ce moment-là, on était tous les 3 étudiants à fond. La Startup Race, c'est pour les étudiants majoritairement. Mais je pense qu'il n'y avait pas un objectif commun suffisamment solide. Il n'y avait pas une vraie vision commune. On veut révolutionner ça. On a tous les 3. Aucun de nous n'avions vraiment ce problème-là. On cuisinait pas tous beaucoup non plus. Donc, il n'y avait pas un engagement émotionnel dedans. Exactement. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que si tu n'es pas vraiment concerné par le problème que tu veux résoudre, c'est difficile quoi. C'est dur de se réveiller le matin en disant je vais aider les autres à régler ce problème que moi j'ai réussi à régler de mon côté quoi. Donc voilà, ça c'est un troisième projet qui était super riche, vu qu'il y avait tous les workshops de la Startup Race, il y avait tous ces meetings ensemble, il y avait tous ces interviews aussi. Et voilà. Et donc au final, tu as eu 3 projets, l'équipe a déconné à chaque fois et donc au final t'en as eu marre, tu t'es lancé seul quoi. Même pas. C'est pas pour ça. Même pas parce que j'ai essayé de me lancer sur Beefruity avec 2 autres personnes. Mais le truc c'est qu'il y en a un qui est parti dès le premier jour. On a fait. Donc l'idée de base de Beefruity, c'est d'être proposé on a une très belle vue. On ne dira pas ce qui se passe. On décrira pas non pour les gens qui nous écoutent. Voilà, il y a 2 personnes qui font un pipi nature en face de nous. Du coup, Beefruity, on était à la base 3. Et l'idée de base, c'était de proposer aux particuliers de se faire livrer des smoothies comme les bouteilles de lait. D'avoir sa petite bouteille de smoothie pour la famille au petit-déj. Donc on s'est dit, pour valider ça, on va faire du porte-à-porte. On va frapper aux portes des maisons et demander aux gens si ça les intéresse. Chose qu'on a faite. Mais il y en a un des 3 qui a fait écouter les gars, faire du porte-à-porte, je suis pas à l'aise avec ça spécialement et honnêtement j'ai mes examens dans 1 mois ou 2 donc je me vois pas rejoindre. Donc lui jour 1
enlevé quoi, enfin parti. Il est parti de lui-même et okay. On peut comprendre. Il n'y a pas eu de problème. Voilà, c'est tout. Ça s'est fait tout à fait naturellement. Voilà, okay. Et il m'a appelé. Écoutez, il vaut mieux qu'il dise ça direct que qu'il dise ça pendant 3-4 semaines. C'est super correct de sa part. Si on est rendu compte directement, pas de perte de temps. C'est ça. Et le deuxième, ça a pris du coup un peu plus de temps. Je le pensais vraiment super motivé, super porté par l'entrepreneuriat aussi. Lui, c'est un pote d'enfance. Okay. Mais après 2 semaines, voilà, on a discuté pendant quelques heures ensemble. Et on s'est rendu compte que visiblement, il n'était pas aussi motivé non plus. Je sais plus exactement pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passait dans sa tête à lui à ce moment-là. Je crois que j'ai jamais eu vraiment l'explication. Okay. D'ailleurs, je lui demanderai. Ça va? Si tu entends cette interview, Karl. Explique-toi, Karl. Explique-toi. Tu as mon numéro 1. Mais donc, voilà, donc pour finir, non, j'ai pas voulu. Retrouvé tout seul. Je me suis retrouvé tout seul, mais avec l'envie quand même de vouloir me lancer à plusieurs. Donc, je me retrouve seul. Le fait de se retrouver seul après seulement 3 semaines, c'était très dur. Donc franchement, j'ai eu un gros coup de mou pendant une bonne semaine, voire 2. Et puis j'ai un pote qui me dit Phil, t'as envie de lancer t'as un projet, t'as envie de lancer. J'ai aussi un projet que j'ai aussi envie de lancer. J'ai un code à Louvain-la-Neuve. C'est un code de 6. Je serai tout seul cet été. Et si tu veux, tu peux sous-louer une chambre d'un des colocs. Et comme ça, on est dans un cocon à 2 et on passe du bon temps ensemble et en même temps on s'entraide pour lancer nos projets respectifs. Et donc j'ai fait ça cet été, enfin l'été dernier, l'été 2016. 2016. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire une étude de marché. Enfin, étude de marché. J'aime pas ce mot parce que c'est une vraie science, une étude de marché. Moi, j'ai juste passé des coups de téléphone et demandé aux gens ce qu'ils. T'as testé qu'il y avait une demande. C'est ça. Donc j'ai commencé à appeler les boîtes une par une et j'ai validé le fait que. Et donc tu as changé de business model puisqu'à la base c'était pour les particuliers et tu es passé aux entreprises. Oui. Pourquoi? Alors la première raison c'est suite à des discussions, notamment avec un gars qui est coach en start-up. Il m'a dit que faire de la livraison à domicile c'est pas évident. Alors j'aurais très bien pu, comme beaucoup de startups le font quand même, de dire non mais moi c'est mon projet, c'est ça que je veux faire, tête baissée, je savais pas que c'était impossible et du coup je l'ai fait. Mais je l'ai écouté et du coup je savais plus quoi faire. Bon si j'en passais aux entreprises, qu'est-ce que je fais, si j'en passais aux particuliers, qu'est-ce que je fais. Et j'ai été faire mon contrôle technique à Louvain-la-Neuve. La centrale de contrôle technique est dans le zoning. Et donc j'ai vu toutes ces entreprises, toutes proches de chez moi. Je savais pas qu'il y avait autant d'entreprises en fait. On s'en doute pas. Non. Tu crois que Louvain-la-Neuve c'est que des étudiants, mais t'as plein de boîtes ici aussi. Il y a tout plein de boîtes qui sont toutes super innovantes. Et il y a eu un déclic. Pourquoi est-ce que je vendrais pas ça aux entreprises? Voilà. Et voilà comment je suis arrivé. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis parce que on pense que sur Louvain-la-Neuve c'est des études, il y a de la guindaille, etc. Mais il y a tout un écosystème, aussi bien au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a plein de choses qui se font. Et autour de l'UNIF, au fait. La plupart de ces projets qui sont dans le parc scientifique, justement, ça s'appelle le parc scientifique parce que ça appartient à l'UCL. Et il y a beaucoup de spin-off de l'UCL qui sont transformés en entreprises qui sont implantées dans le parc. Et il y a clairement, franchement, c'est toutes des entreprises vraiment à caractère technologique. Il y en a qui font de la chimie de manière très avancée. Et je pense que toutes ces entreprises sont en étroite collaboration avec l'UCL pour améliorer leurs produits, pour peut-être bénéficier de leur laboratoire, de leurs chercheurs. Et c'est super intéressant pour ces entreprises d'être à côté aussi des étudiants. Mais c'est hyper riche comme environnement, quoi. T'as une méga collaboration. Et même au niveau des étudiants, personnellement, avant que je sois dans ce monde-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne qui entreprenait. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens, il y a plein d'étudiants qui se lancent. Tu vas à l'incubateur, c'est rempli. Et même ceux qui ne sont pas incubés, par exemple, tu as le Louvain-la-Neuve Jurist Club, ça a été lancé par des étudiants. Je ne sais pas si je peux les citer, mais t'as plein de choses qui se font et les gens, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, quoi. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui se font. Et donc, voilà. Et c'est un bon point que tu soulignes parce que moi, j'avais aucun ami entrepreneur quasiment, genre vraiment aucun. Tous mes amis, j'avais des amis aspirants, one-two entrepreneurs, j'avais des amis étudiants, mais j'avais aucun ami qui avait vraiment lancé un projet et qui ça fonctionnait bien et qui s'était donné vraiment en mode start-up. Donc j'étais un peu découragé en mode quand je me suis lancé, t'as l'impression d'être seul, quoi. Et je me suis senti encore plus seul quand je me suis lancé en mode maintenant je suis vraiment
je suis vraiment marginal, quoi. Je suis vraiment un marginal qui dit au revoir aux études et qui va peut-être finir à la rue parce qu'il veut entreprendre et que c'est pas la bonne chose à faire. Et puis j'ai été accepté au CEI. Le CEI, juste, tu peux expliquer vite fait parce que je sais pas si donc le CEI, le centre des entreprises et de l'innovation à Louvain-la-Neuve, en fait c'est l'incubateur de l'UCL. Et c'est aussi un espace de coworking et des bureaux alloués pour les PME et les startups. Et c'est aussi le CEI qui héberge l'Incubator, donc l'incubateur pour étudiants. Donc il aide les étudiants à lancer leur projet, qui leur donne un accompagnement. C'est ça. Alors moi j'ai essayé de postuler à l'incubateur, mais vu que j'étais plus étudiant, j'ai pas été accepté. Grosse déception au mois de septembre. Et à Sophie Neu de l'incubateur qui me dit écoute, il y a le CEI qui est là aussi en soi, donc essaye. Même si normalement c'est des projets vraiment à caractère innovant, etc. J'ai rencontré le directeur du CEI, Jean-Marc Simons, qui m'a accueilli. Puis on a fait un premier BMC ensemble, un premier business model Canva, et puis de là a commencé l'accompagnement par le CEI. Et j'ai aussi pu avoir un bureau dans l'espace de coworking, donc ce qui fait que je passe beaucoup de temps là-bas. Et en étant là-bas, je suis dans un écosystème où il n'y a plus que des entrepreneurs. Et maintenant, je me suis fait tout plein de potes entrepreneurs, quoi. Ça change complètement la... Mais clairement, l'environnement dans lequel tu es va vraiment impacter la façon dont tu vas te développer, etc. Enfin, moi, personnellement, je pense que l'environnement et l'endroit où tu es, c'est hyper important pour te développer et pour réussir, quoi. Un des conseils à donner, c'est entourez-vous de gens qui font la même chose que ce que vous voudriez accomplir. Si tu veux devenir un super joueur de tennis, mais va jouer avec des gens qui sont meilleurs que toi. Si tu veux devenir entrepreneur, participe à des événements, mets-toi dans un espace de coworking où il y a d'autres startups, participe à des événements autour de ça, des programmes d'accélération, des choses comme ça, pour ne plus être que dans cette mentalité-là. Et du coup, je parlais des barrières mentales, on en a plein, et donc le fait d'être avec d'autres personnes qui ont déjà perdu ces barrières mentales, tu te rends compte que quand tu discutes avec eux, toutes tes excuses sont bidons. C'est ça. Qui tu écoutes, c'est hyper important. Enfin, écouter les bonnes personnes. C'est ça. Pas écouter. Et il y a je sais plus qui dit ça, mais on est le reflet des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Typiquement, moi je passe plus que du temps avec des entrepreneurs quasiment. Et tu sens que ça te permet, enfin, tu grandis, quoi. Tu t'améliores dans ce que tu fais. Ce qui est comique, c'est que déjà, de là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça. J'ai l'impression que tout le monde est entrepreneur. Parce que je ne rencontre plus que des entrepreneurs. Donc, et il y a mes clients aussi qui sont pas spécialement. Mais dans mon train de vie, je ne rencontre plus que des entrepreneurs. Tant mieux. Donc pour moi, ma seule réalité, c'est ça. Or, voilà, désolé, on m'a appelé. Je reprends Attends. Tu peux couper au montage. Désolé, on m'a appelé, je reprends l'enregistrement. Donc tu disais, oui, voilà, tu rencontres plus que des entrepreneurs, ça fait partie de ta réalité. Et il y a un an, je me rends compte que j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. J'avais l'impression d'être tout seul, d'être marginal dans ce que je faisais. Et en fait, non, il existe des écosystèmes où il y a tous des gens comme toi, en fin de compte. Donc chacun peut trouver sa place, en quelque sorte. C'est chouette. Mais donc tu as été accepté au CEI, et ça, je trouve ça intéressant parce que les gens, quelqu'un aurait pu se dire voilà, je suis pas étudiant, je suis refusé à l'incubateur et j'ai pas un projet qui est innovant, donc je peux pas être accepté au CEI. Mais au final, tu t'es dit, il y a toujours moyen de contourner les règles et de s'arranger au final. Honnêtement, je savais pas trop que le CEI était normalement uniquement porté sur les projets à haute valeur technologique ou en tout cas vraiment innovants. Même si du haut de mes smoothies, il y a quand même un caractère chouette dans ce truc-là. C'est pas, le smoothie n'est pas un produit nouveau, mais il y a moyen d'innover quelque part dans mon business model. La formule d'abonnement, c'est quelque chose de différent, quoi. Différent. Ok. Mais du coup, je vais pas te demander d'expliquer tout ton business model et comment tu développes tout ton projet parce que sinon tu risques d'avoir des concurrents. Mais admettons, je veux me lancer. C'est quoi la première étape? Qu'est-ce que je dois faire concrètement? J'ai un projet. Qu'est-ce que je fais? T'as une idée d'abord. Voilà, t'as une idée. Tu commences à avoir une idée. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? La première, c'est d'en parler à facilement au moins 5 personnes. Pour avoir du feedback. Est-ce que mon idée est complètement pourrie? Est-ce que ça résonne? Est-ce que je lance un... Est-ce que ça rebondit, quoi? Ça rebondit, Est-ce que ça revient vers toi? Est-ce qu'il y a un intérêt? C'est ça. Ou est-ce que les gens ne comprennent pas et du coup est-ce que tu dois peut-être améliorer la manière dont tu l'expliques et clarifier ça toi-même, clarifier par toi-même aussi les choses. Je pense que c'est la première chose à faire. Voilà, c'est
en parler un peu autour de soi. Même si, et j'ai tendance à le faire aussi, quand quelqu'un vient me parler d'une idée, ben, on a tendance à dire je comprends pas, et, ça n'a pas de sens, ça existe déjà, etc. Donc c'est peut-être à double tranchant aussi comme conseil. Ok. Ben, je pense que la chose à faire, c'est se lancer. Le faire. T'as une idée, c'est sors du building et vois comment tu peux essayer de la mettre en place. Il n'y a pas de formule magique. Il y a des ingrédients à essayer de mettre dans ta recette. Et il n'y a pas de formule magique. Faut le faire quoi. Mais faut le faire. Faut voir si ça marche. C'est pas avoir peur de se planter quoi. Enfin, j'aurais tendance à dire, c'est intéressant de se renseigner sur le Lean Startup. Renseignez-vous là-dessus. Je pense vraiment, c'est lire ces 2 bouquins, The Lean Startup et Running Lean. Parce que l'entrepreneuriat est contre-intuitif. En tout cas, il y a des gens qui ont formalisé presque de manière scientifique comment mettre en place un processus pour réussir une startup, pas comment faire pour réussir d'office une startup, comment mettre tous les éléments possibles de son côté, pour réussir. Et la plupart sont contre-intuitifs. La plupart des gens, on dirait en tout cas que les gens qui veulent lancer un projet, ils ont une idée et ils se disent que ce sera l'idée initiale sera l'idée finale, que ça va pas changer, et que la seule chose à faire c'est d'aller lever des fonds et créer directement une entreprise. Quoi. Pas évoluer quoi. Enfin, tu peux... En matériel. Là on utilise des termes, mais il y a toujours des pivots qui sont faits. Voilà. Le pivot, c'est changer de stratégie et t'adapter à la demande pour avoir le projet le plus efficace possible. C'est ça. Et donc pour toi c'est important la lecture, si je comprends bien. Clairement, je pense que oui. Malgré que je sois un mauvais étudiant à l'UNIF, j'ai toujours beaucoup lu. Enfin toujours, non c'est pas vrai. Ça fait 5 ans que je lis beaucoup, majoritairement sur l'entrepreneuriat. Oui, clairement. Je pense que si j'avais pas ce bagage-là, si j'avais pas acquis ce bagage-là en lisant, mais c'est bien, tu multiplies tes sources d'informations et tu apprends des choses différentes qui sont au final parfois beaucoup plus utiles que ton cours. Et l'avantage, c'est que étant donné que tu les implémentes, tu les retiens beaucoup plus facilement, comparé à ce que tu apprends dans ton cours à l'UNIF. Ah oui, typiquement, je me suis amusé à suivre le MOOC de stratégie du cours de 3e économie. Je le connais. Et autant, quand je parle avec des étudiants, ils disent c'est super théorique et ça sert à rien. Autant le fait d'avoir entendu les exemples, c'était le cours sur Exquis justement, etc., où il parlait du fait d'avoir défini une mission, une vision, des valeurs. Eh bien, je me suis amusé à le faire pour bifurquer au fait. Et ça avait beaucoup de sens. C'est ça, au final, tu te rends compte que c'est peut-être ça qui manque à l'UNIF. Ils donnent des choses qui peuvent être utiles, mais comme tu l'implémentes pas, tu as l'impression que ça sert à rien. C'est ça. Et même si on te donne un exemple, j'ai l'impression que c'est toujours ça dans l'apprentissage. Et si t'es pas impliqué émotionnellement dans la chose, et ton cerveau il fait pas les liens quoi. Regarde, la plupart des éléments dont on se rappelle dans notre vie, c'est les éléments marquants. C'est ça. Donc il faut être dans le concret pour que... C'est un peu débile ce que je dis, un élément est marquant et par définition marquant. C'est pour ça qu'on se rappelle, mais les éléments marquants sont définis par un caractère émotionnel fort en fin de compte. C'est ça. Un traumatisme ou un super sentiment positif ou négatif, une peur, un gros éclat de rire, un fou rire, une gueule de bois, je sais pas, mais en général, il faut bien de la répétition. De la répétition ou de l'engagement, quelque chose de marquant une fois quoi. C'est ça. Ok. On va s'arrêter là, mais si tu devais donner un conseil, au-delà de se lancer directement, la chose que tu as apprise dans ton expérience entrepreneuriale. Il y en a 1000. Un conseil, c'est s'entourer de personnes qui peuvent te conseiller sur ce que tu fais. Je me rends compte que si j'avais continué seul du mois de juin à aujourd'hui, je serais sans doute de nouveau à l'UNIF peut-être. J'aurais clairement perdu ma motivation. Donc oui, je pense que s'immerger dans un environnement favorable, propice à ce que tu veux accomplir, c'est un bon conseil. Merci Philippe. Merci Tantan.